Romain, Manuel, j'ai une question à vous poser. Enfin, surtout toi, Manuel, parce que Romain, on se connaît depuis trop longtemps pour que je te pose cette question. Tu t'en souviens pas et puis c'était sur Skype. Manuel, la première fois que tu m'as vu, quelle image t'as eu de moi quand tu m'as vu rentrer dans une pièce? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, waouh, ce mec est respectable de fou, c'est un jeune Bill Gates ou autre chose? Bonjour. Je me suis dit, il va être rigolo. Rigolo? Ouais. Oh merde. C'est terrible. C'est pire que gentil. Tu t'es dit, lui, c'est un rigolo. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie de me taper une barre, je vais dans son bureau, en fait. C'est le cirque par d'air toute la journée, c'est voilà. Léo Duff. C'est comme ça que tu me vends en client? Non. D'accord. Okay. Tu m'as demandé ce que je me suis dit. Ok, ouais, non mais d'accord, mais j'attendais une réponse un peu plus genre, je sais pas, il est classe. Ah non, mais je peux mentir si tu veux par contre. Vas-y, alors on la refait. Manuel, qu'est-ce que t'as pensé de moi? Là, je me suis dit, mais qu'attend-on pour le nommer James Bond? Wow. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, je me suis vraiment dit ça. Ok, bah ouais. J'espère que les gens l'entendent et que... Surtout que là, c'est le moment. Oui, en plus, là, c'est le moment. Donc, si on peut envoyer ça à la Warner, ça me plairait. Mais c'est intéressant comme question. Moi, j'ai rencontré Manuel à un café pendant 15 minutes. Manuel, pareil. Là, tu m'as vu arriver, tu t'es dit, merde, tu t'es dit quoi en vrai? Je me suis dit, j'aurais dû dire non. Moi, à l'inverse, je t'ai trouvé plus accessible que l'image que tu laissais paraître sur Internet. Parce qu'il était en maillot de bain aussi. Pardon? Quoi? Non? Ah merde, c'est une autre anecdote, ça, pardon. C'était pas le même rendez-vous. Okay, en fait, c'était un peu plus tard. Okay, bah déjà, tu peux te lever de bonne heure pour me voir en maillot de bain. C'est vrai que... Déjà, Manuel et la plage, oublié. Ça, c'est sûr. Oui, c'est possible. Mais moi, je suis sympathique, mais je ne veux pas que ça se sache. Mm-hmm. Mais la première impression, pour toi, elle est super importante, par contre. Dans les rencontres, dans les entretiens, etc., tu me l'as expliqué à plusieurs reprises, tu te fies beaucoup quand même à la première impression. Ça fait, alors, il faut pas confondre première impression et a priori, donc j'essaye de me départager de mes a priori. On a tous des a priori. Et par contre, la première impression va beaucoup définir la façon dont l'entretien va se passer, effectivement. Alors justement, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui parce que les gens n'ont pas besoin d'en savoir beaucoup sur vous pour porter un premier jugement. Donc la première impression est hyper importante. Qu'est-ce que vous faites vous? Je vais te poser la question en premier, Manuel. Qu'est-ce que tu fais, même si j'imagine que c'est devenu automatique, mais je pense que tu as développé des petites stratégies pour quand tu arrives dans un rendez-vous, tu arrives dans une pièce avec des gens que tu connais pas. Si c'est du business, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu fais pour installer une forme de respect, pour forcer le respect? Moi, je me rends pas trop compte, mais on va dire qu'un truc qui revient souvent, qu'on me dit souvent, c'est que je trouve qu'on vit dans un monde bruyant, avec des gens qui veulent absolument occuper tout l'espace, quitte à le polluer, avec la quantité de conneries qu'ils ont à dire, de bruit qu'ils ont à émettre, tant et si bien que des fois je me demande si c'est leur bouche ou leur anus qui parle. Bienvenue dans Take Out. Donc moi je me tais en fait. Ouais. Okay. Je m'assois, je l'écoute et je me tais. Ok. Et on l'a dit plusieurs fois. Enfin en tout cas je l'ai dit plusieurs fois. C'est un exemple moi qui me fascine avec Manuel, c'est le sentiment de malaise qu'il y a à chaque début de rendez-vous. Et j'attends, en général, je calcule et je regarde à peu près au bout de combien de minutes on est du rendez-vous. Et après, ça se décoince. Mais au début, la plupart des clients et les rendez-vous qu'on a fait ensemble, je pense qu'à un moment, le client se demande « Qu'est-ce que je fous là ?» Tu vois. Ça perturbe parce que du coup, on ne sait pas ce que tu penses. On sait que tu penses, mais on ne sait pas ce que tu te dis. Tu es peut-être en train de te dire, par exemple, c'est un exemple comme un autre, je le sors de nulle part, tiens, ce mec, il a l'air rigolo. Tu peux imaginer ça, par exemple, et on ne le sait pas. Ça peut m'arriver. Mais c'est toujours mieux que c'est un rigolo. Oui, c'est vrai, tu as raison. Toi, Romain, tu as une idée de ce que tu fais pour instaurer une forme de respect quand tu arrives dans un rendez-vous, comme ça, tu arrives dans une pièce, tu t'installes sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens se disent « Waouh, ok, ce mec est respectable ». Déjà, ça dépend beaucoup de qui je rencontre. Ok. Si c'est du perso, si c'est des gens proches, etc., j'essaie vraiment de me... Si c'est des gens proches, ils te rencontrent pas. Non, mais je me fonds dans le truc. Tu vois, j'ai pas besoin de me faire remarquer, etc. Ça dépend de mes objectifs, en fait. Tu vois, du rendez-vous, du lieu de rencontre, etc. Pour exemple, le premier rendez-vous avec Manuel,
Mon objectif premier, c'était qu'il ne m'oublie pas. Après l'impression qu'il avait de moi, etc., rien à foutre. Premier rendez-vous, t'as pas le temps de toute façon de faire tes preuves. J'ai l'impression que toi, ça a été ta stratégie pendant très longtemps, même quand on était tout petit, et que t'allais à la Paris Games Week, et que t'avais ton t-shirt Tech News et Test qui était horrible avec le lien de ta chaîne dans le dos, que t'allais voir des mecs de marque en leur donnant tes cartes de visite, et vraiment, je pense que ces gens ne t'ont jamais oublié. Tout le monde se foutait de ma gueule, et aujourd'hui pourtant, 10 ans après, il y a quand même des sujets de business qui ont plutôt de l'importance et que je fais avec ces gens qui m'ont rencontré pour la première fois dans cette situation. Ils te rappelaient parce qu'ils savaient au moins que t'existais. C'est ça. Moi, c'était ma stratégie avant. C'est plus celle-ci aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des équipes, de représenter aussi en partie dans certaines conversations une marque. Donc, tu fais plus n'importe quoi. Quand t'es tout seul, quand tu rentres chez toi, que t'es tout seul, tu t'en fous qu'on pense du mal de toi ou quoi que ce soit. Mais quand t'es en équipe, après, tu fais aussi attention à ce que tu dis et comment tu le dis. C'est aussi plus ta stratégie parce que t'as plus besoin que ce soit ta stratégie. Maintenant, ils savent que t'existes, ces gens d'il y a 10 ans. Ça serait très prétentieux, je trouve, parce que ça dépend encore une fois à qui tu parles. Oui, peut-être que si t'arrives vraiment dans notre secteur en France, peut-être. Mais tu vois, tu me mets dans un call en anglais pour parler à l'échelle Europe, on sait pas du tout qui je suis, quoi. Rien à foutre de savoir qui t'es, tu vois. Si tu veux faire de la politique, va pas à l'Elysée avec ton t-shirt. Exactement. Je suis pas sûr que ce soit efficace. Toi, Léo, c'est quoi ta stratégie? Non, mais j'attendais qu'on me demande. Parce que pour le coup, Léo a une vraie stratégie. Quoi? Ah si. Moi, je trouve que t'as un vrai truc qui fait que les gens savent pas trop exactement, tu vois. Mais ça s'appelle le charisme. Pas une stratégie. Selon toi, c'est quoi ma stratégie? Parce que pour le coup, j'en ai pas trop. T'es mystérieux. Et rigolo. Non mais, t'es le mec qui répond en... t'es drôle, Léo. T'as de la répartie. Ouais. Tu réponds en une fraction de seconde aux questions qu'on te pose et souvent tu passes très vite à un autre sujet. Donc on se dit, c'est bizarre, pourquoi il veut pas en parler plus alors que finalement c'est le sujet que je voulais parler avec lui. Ah ouais. D'ailleurs, pour compléter ma réponse de tout à l'heure, et on va revenir sur ta stratégie, moi je juge énormément, mes premières impressions sont beaucoup basées sur la répartie. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu fais une petite vanne acide, etc., et la façon dont l'autre réagit me dit beaucoup de sa personnalité. Oui. S'il est premier degré, s'il a du second degré, ce qui est une forme d'intelligence, etc. C'est vrai que tu peux déduire beaucoup de choses à partir de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va rigoler. Parce que j'ai vu que tu avais de la répartie. Ah ouais, ok. Comment tu forces le respect alors, toi, Léo? Bah moi, je pensais pas avoir de stratégie, mais apparemment, j'en ai construit une. Donc je peux pas vous en dire, pas vous dire grand-chose sur ma stratégie. En revanche, j'ai répertorié 7 points pour forcer le respect. Ok. Tu as fait une liste. Ce sont des petites attitudes subtiles pour forcer le respect quand vous rentrez dans un rendez-vous avec des gens que vous connaissez pas. Vous voulez entendre mon premier point? Alors, juste avant, pourquoi est-ce qu'on doit forcer le respect? Parce que pourquoi est-ce qu'on doit forcément être respectable? Qu'est-ce qui fait que dans cette société aujourd'hui, on doit développer ça? Je sais pas, tu préfères qu'on te crache dessus, qu'on te pisse à l'arrêt, qu'on s'essuie les pieds sur toi, etc. En fait, à un moment, la définition d'une relation de business, c'est quand les deux partenaires respectent le savoir-faire de l'autre et se disent de façon combinée, avec une transaction entre les deux, on est meilleur que de façon isolée. Premier point, améliorer votre apparence physique. On peut penser que c'est superficiel, mais c'est une vérité. Votre apparence est la première donnée que les gens ont de vous. Donc elle est primordiale. Soignez votre coiffure, faites un effort sur votre tenue. Non seulement vous serez mieux perçu, mais en plus vous serez plus en confiance. Faites un petit peu de chirurgie aussi. Si alors, non, pas forcément. Pas forcément nécessaire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Quoi? Il y a des gens qui forcent le respect et qui sont dégueulasses à regarder. Ça s'appelle une exception. Mais ils forcent le respect pour d'autres choses. Quelqu'un dont tu ne connais rien, qui arrive pour un rendez-vous business et qui arrive avec un pantalon déchiré, qui pue la sueur et qui est mal coiffé, tu vas jamais te dire « Attendons de voir ce qu'il a à nous offrir celui-là ouais, je comprends. Tu vas tout de suite avoir une première impression en te disant « Mais en fait, il en a rien à foutre de ce rendez-vous. » Oui, et d'ailleurs, je pense que ça, c'est un truc que je tiens de mon père et de mon grand-père. Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle dans une tenue on va dire les espèces de facéties qui sont pas forcément indispensables, mais qui montrent quelque chose de ta personnalité. Tu portes une chemise, elle est pas repassée, ça dit des choses sur toi. Mais si tu veux mettre un truc pas repassé, mais pas une chemise, quoi. Et puis en général, ça veut dire que tu mets pas forcément souvent une chemise. Voilà. Que là, tu l'as sortie du placard, tu t'es dit, vas-y, j'ai pas le temps. C'était un truc au fond du stock. Tu portes des chaussures, elles sont dégueulasses.
Elles sont pas lavées, elles sont pas cirées, mais pas des chaussures. Alors, si c'est préférable quand même. Bah, mais autre chose, quoi. Sauf Mais si tu des es Steve baskets, Jobs ou Yannick Noah. etc. Mais pas des vraies chaussures. Je ne classe pas les baskets dans les chaussures. D'accord, ok. Définition un peu étrange, mais vas-y, continue. Voilà, ça fait partie de ces petits trucs, comme les ongles. Les ongles, les mains. Ouais. Tu vois, tu as des ongles dégueulasses, etc. Bon, à la rigueur, ça concerne que toi, mais enfin, c'est quand même dégueu, quoi. Toi, c'est un truc que tu soignes énormément, l'apparence physique, Manuel. Ah ne bon serait-ce que la tenue, en fait. On te voit toujours bien habillé. Bah, en fait, en même temps, je fais pas beaucoup d'efforts parce que je suis habillé toujours pareil. Oui, mais t'es habillé, toujours pareil, bien habillé. Sauf le jeudi où tu mets un tutu, mais bon, ça c'est parce que tu nous as expliqué que c'était un kiff personnel. Mais sinon, t'es toujours là, par exemple, t'es en chemise-cravate. Oui, je n'aime pas trop être col ouvert. Voilà, je trouve que c'est familier. Mais du coup, t'es plutôt bien habillé. Ouais, mais je le fais pas vraiment pour les autres, je le fais surtout pour moi. C'est surtout pour moi que je le fais. Parce que tu te sens mieux ? Je me sens mieux, je me respecte plus, et donc c'est aussi un signe de respect pour les autres. C'est-à-dire, je fais un effort pour moi, cet effort, je l'apprécie pour moi, et je trouve que c'est aussi une marque de respect pour les autres, que de se présenter au monde dans une tenue respectable. Je ne juge pas la tenue des gens. C'est-à-dire qu'on peut être très très bien avec un t-shirt, un jean et une paire de baskets, c'est pas un problème. Mais pas un t-shirt Pokémon dégueulasse avec des taches dessus, quoi, tu vois. Ouais. Et ça peut aussi impacter la façon dont tu travailles. Moi, je sais que quand je travaillais à la maison, je détestais ne pas avoir de chaussures. Être en chaussettes pour bosser, c'était un sentiment horrible parce que j'avais plus envie de me mettre dans le canapé et de regarder Netflix plutôt que de bosser, quoi. C'est psychologique, mais c'était comme ça. Mais c'est intéressant le point de l'apparence parce que pendant une période, moi j'ai bien aimé remettre des chemises, me mettre des belles chaussures, etc. Et Emmanuel m'a dit à plusieurs reprises, c'est pas ton personnage. Et c'est intéressant aussi de comprendre exactement que c'est pas parce que tu as les moyens ou que tu as envie de bien t'habiller, etc., que c'est forcément ça te ressemble, quoi. Oui, et puis surtout, dans ton cas, les gens attendent quelque chose de toi. C'est-à-dire que toi, tu as un personnage public, ils te regardent dans YouTube, ils veulent voir un YouTuber. Donc, quand ils te rencontrent, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Ouais. Et si, malheureusement, tu n'as pas la panoplie du YouTuber, eh ben, c'est un peu décevant. On se dit, mais merde, c'est pas le vrai. On m'a donné un faux. Et donc, ça ne marche pas. Et je pense que c'est très innocent d'imaginer que ça ne compte pas la façon dont on se présente au monde. Ouais. C'est tout à fait faux. Les gens te jugent avant même que tu aies ouvert la bouche. Bah bien sûr, c'est la seule donnée qu'ils ont de toi. Et la question n'est pas vraiment ce que tu portes, est-ce que tu es en costard, est-ce que tu es en jean, est-ce que tu es en t-shirt ou quoi que ce soit. La question c'est, est-ce que tu as de la prestance et ta tenue fait partie de ta prestance. Ouais. Donc il faut que tu trouves la tenue qui te va bien. C'est le premier élément de ta personnalité. Exactement, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de ton rapport au reste du monde, etc. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Il faut que tu trouves ce qui va être un peu ton armure, ouais. C'est-à-dire ce qui va te faire rentrer dans ton rôle et qui, au passage, te va bien. Parce que tu peux aussi essayer de grimer un truc qui est à la mode, mais qui te va pas du tout. Ouais. Tu vois ? Donc, on peut tous s'habiller comme des Californiens, mais on n'est pas en Californie. Donc, et on n'a pas la psychologie des Californiens. Donc, en Californie, tu peux aller en rendez-vous avec un short, des tongs et un t-shirt. Ça ne choque à peu près personne dans la vallée. Je te conseille de le faire ici à Paris ou en France. Pour aller voir un banquier, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il a forcément des a priori sur cette question, même s'ils ont progressé. Il n'empêche qu'on n'y est pas tout à fait. Deuxième point, allons-y. Parlez moins. Merci. On en parlait, ça vous donne ce petit côté mystérieux que vous faisiez passer pour une technique de drague en boîte de nuit quand vous étiez au lycée, mais surtout vous renvoyez l'image de quelqu'un à l'écoute, qui réfléchit, et moins parler sacralise vos rares prises de parole. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On en parlait, toi tu le fais beaucoup, c'est vrai que je t'ai déjà entendu en call. Faut se lever tôt pour t'entendre parler en général. Insupportable. Mais ça marche. Bah oui, et puis c'est pas vraiment une technique, c'est-à-dire que en fait c'est ultra reposant. Hein. C'est-à-dire que t'écoutes les gens
t'essayes, du coup, en les écoutant, tu comprends leur psychologie. Si tu comprends leur psychologie, tu comprends leurs doutes. Si tu comprends leurs doutes, tu comprends leurs peurs. Donc, tu comprends effectivement ce qu'ils cherchent à atteindre comme objectif et la façon de le faire. Et puis, du coup, en 3-4 phrases, la question est réglée et puis tu passes à autre chose. C'est aussi une façon d'être écologique dans la façon de gérer son énergie. Ouais, c'est vrai. Et au-delà du temps de parole, même à l'écrit, je découvre petit à petit cette arme très puissante. Arrêtez de mettre 20 000 mots quand tu peux en mettre un seul. J'ai beaucoup... Et là, vraiment, c'est tout récent, mais depuis trop longtemps, je fais l'erreur du bonjour, j'espère que vous allez bien, bien à vous, très belle journée, à très vite. Un thanks à la fin ou un merci, ça va très très bien. Ouais. Et en fait, les gens se disent, ok, le mec est dans le rythme, il a pas que ça à faire, il te répond correctement, il répond à ta question, mais il y a pas, t'es pas en train de parler au président de la République, quoi. Ouais, alors c'est pas parce que tu dis très belle journée que tu parles au président de la République, mais on va dire, moi c'est ce que j'appelle les mots vides. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'expressions dans le business, ça a commencé par les cordialement, etc. Alors que le mail n'avait rien de cordial au final. Ravi de te y rencontrer, Manuel. Par exemple, aussi. Mais tout ça, c'est des mots qui ont été vidés de leur sens. C'est-à-dire tous les emails qui démarrent par « Bonjour, j'espère que tu vas bien », alors que la personne en face de toi, tu la connais pas, tu pourrais... Moi, ça me ferait marrer de prendre le temps, si je l'avais, de répondre en disant... Bonjour, eh bien, puisque t'en parles, justement, j'ai un problème. Ça va pas trop. Ça va pas trop. Je te propose qu'on en parle, puisque tu me poses la question. Et puis, on parlera du business plus tard. Es-tu disponible mardi en 8 pour un call? Voilà. Et donc, et là, tu vois, ça serait rigolo de regarder la façon dont les gens réagissent. Mais tous ces mots ont été vidés de leur sens, donc autant les économiser, autant ne pas les mettre quand tu ne les penses pas. Je pense que c'est ça l'attitude la plus honnête. Mais parfois, c'est compliqué parce que tu es quand même dans une société qui, en majorité, est éduquée dans ce sens-là. Donc, le fait de pas mettre le « j'espère que tu vas bien », parfois, j'ai eu, pour le coup, des clients qui te font t'envoient des smileys. Et des clients qui me disent « Ah, tu mets pas beaucoup de smileys ». Mais je te jure, j'ai déjà eu ce retour-là. Tu te dis « Mais c'est dingue ». Je t'ai envoyé un whiz et tu n'as pas répondu. C'est dingue. Et les gens ont besoin de ce côté proximité. Et pour le coup, en enlevant de la proximité, tu auras justement plus d'impact et plus de respect. Parce qu'on ne te considère pas comme un pote, en fait. Exactement. Et là, vous parlez... Je pense que c'est votre position aussi qui veut ça. C'est-à-dire que les créateurs, et le public, les marques, etc., ils ont envie d'être proches de vous. Parce qu'ils regardent vos contenus, ils vous écoutent, ils vous lisent, etc. etc. Et donc, ils veulent être proches de vous. Moi, dans les sphères de business, je t'assure que... Tu mets pas de smiley? Il n'y a pas de smiley dans mes emails, en fait. Ah ouais? C'est assez rare. En fait. Et personne te le reproche? Manuel, tu pourrais mettre un peu plus d'emoji flamme. En général, si je réponds avec plus d'un mot, déjà, ça... la majorité de mes emails, c'est oui, non, ok, peut-être, maintenant, vrai. Plus tard. Voilà, ça, c'est mes réponses. Donc, c'est assez court. Et s'il y a plus de 2 lignes, 2 phrases, ben, c'est qu'il ne faut pas que je réponde par email. Et donc là, vous parlez beaucoup d'emails, mais en physique. Oui. Est-ce que ces formes de politesse-là, vous les mettez un peu plus ou pas du tout? Non. D'accord. Enfin, tu peux en témoigner, on se connaît. Oui. Je vais pas mettre des formes avec... Si c'est des gens que je connais pas. Voilà. J'essaye de ne pas utiliser Enfin, de ne pas dévoyer le langage. C'est-à-dire de ne pas donner des espèces de formules de politesse, de rondeur à des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Quitte à être un peu plus aiguisé dans mes relations, ce qui peut m'être reproché, je le comprends très bien. Mais on ne peut pas me dire qu'elles sont fausses. Ouais. Mais moi, pour le coup, j'ai ça, même sur le plan personnel, mais aussi professionnel. J'arrive pas à dire des trucs qui font pas avancer vers une discussion, en fait, qui n'ont pas vraiment de but précis. Et j'ai toujours l'impression que c'est un défaut parce que j'ai besoin des autres pour avoir ces espèces de small talk. Je sais pas le faire moi-même, je sais pas les créer. Pour autant, je déteste l'impolitesse. Ouais, bien sûr. Parce que la politesse basique, c'est aussi la façon dont on vit ensemble. Donc, envoyer un email en début de journée ou un SMS en début de journée en disant « T'as pensé à m'envoyer ça avant de dire bonjour ?» Oui. Ça me pose un problème. Emmanuel déteste qu'on ne le dise pas bonjour, en revanche, c'est vrai. Exactement. Donc,
par contre, je vais pas te dire bonjour à chaque email ou plusieurs fois dans la même journée, ou etc. Une fois que la conversation est lancée, c'est parti. Mais la politesse, c'est le canevas, l'interaction les uns avec les autres, qui fait que on peut arriver à discuter. Et c'est la première, ça fait bailler Romain d'ailleurs, c'est la première marque de respect qui fait que on va rentrer en interaction. Et tu montres que on va le faire correctement et poliment. Après, on peut se dire à l'intérieur de cela des choses désagréables, partager des points de vue, au contraire diverger, etc. Mais à partir du moment où tout ça est fait dans un cadre poli. Mais je déteste les gens qui te parlent. Et alors, il y a un autre cas, c'est ceux qui te parlent avec familiarité, alors que tu ne les connais pas. Et ceux qui baillent pendant que tu parles. Sans mettre leurs mains devant leur bouche. Ça, c'est ouf. Et donc, la familiarité alors qu'on ne se connaît pas, tu vois, les hello frérot, etc., tout ça, là. Oh, ça m'est arrivé une marque la dernière fois. Vas-y, raconte. Qui m'envoie un DM Insta. Je connais pas cette personne, hein, je connais pas, j'ai jamais bossé avec cette marque. Qui m'envoie « Salut frérot ». C'est quoi? Par contre, pour certaines personnes, c'est vraiment un trait de personnalité. J'ai rencontré récemment des gens que je connaissais pas bien, mais quand tu les rencontres, tu sens que ça fait partie complètement d'eux, quoi. Et c'est pas exagéré. C'est vraiment naturel et bienveillant. Je pense surtout que c'est des gens qui ne font pas attention à la puissance des mots. Oui, ça c'est oui. Tu vois. Oui. C'est qu'à force de tous s'appeler frérot, qu'est-ce que ça veut dire quelle importance tu donnes à ce mot? Et cette familiarité, ces emojis dont tu parlais, ça peut être aussi une stratégie de marque, en se disant, si on a une relation assez personnelle avec lui, que c'est pas trop cordial, on peut peut-être aller chercher un petit peu grignoter sur le budget, etc. Parce que on est amis, tu peux faire ce geste-là, quoi. Voilà, je déteste ça. Troisième point. Non pas que, je finis là-dessus, non pas que la familiarité me dérange, enfin, je suis pas coincé, hein, mais... Enfin, tu nous demandes de t'appeler Cyr quand même, dans le privé. Mais... il faut qu'elle soit consentie et partagée. C'est comme les gens qui me demandent de les tutoyer. J'adore leur répondre, vous pouvez me tutoyer. Un vrai connard. Troisième point. Oui. Ralentissez votre rythme, ralentissez vos mouvements et parlez plus lentement. Non seulement on verra en vous quelqu'un de posé, mais en plus vous le serez véritablement. C'est-à-dire que si vous êtes sujet au stress, ralentir votre rythme, parler plus lentement, vous permet de vous calmer pour ne pas trop montrer votre stress. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, je sais pas faire. Toi, Romain, ça t'évoque quelque chose? Quand je suis excité par un sujet, je suis un moulin à parole. Et justement, dans ma vie, j'essaie de me protéger de ça en voyant très peu de personnes. C'est comme ça que je me protège. Je me dis que moins je vois de gens, moins je laisse paraître de trucs, et plus je me protège, parce que je sais que... Et nous, on prend tout dans la gueule. Voilà. Mais c'est pas grave, vous êtes pas dangereux, tu vois. Donc, effectivement, c'est super intéressant, important, mais c'est très compliqué à faire. Vraiment, moi, je peux vous le dire, je suis un moulin à parole. Quand je suis excité d'un sujet, je parle très vite. Vu que je parle très vite, je réfléchis pas à ce que je dis, donc parfois j'exagère des choses que je peux partager et autres. Donc le fait de réellement ralentir, aussi ça... parce que t'es du sud. Bien sûr, j'ai toute la panoplie, hein. Voilà. Donc c'est compliqué à faire, mais entraînez-vous déjà à répondre uniquement à la question qu'on vous pose. Déjà juste ça, pour beaucoup c'est compliqué. C'est vrai ce que dit Romain, c'est-à-dire que la quantité de gens, tu leur poses une question et qui te répondent complètement à côté, ou tu leur demandes l'heure, ils te donnent la montre. Déjà, c'est gentil. C'est insupportable, en fait. Et ils te racontent où ils l'ont acheté, avec qui, et quelle est l'histoire. C'est vrai que c'est un enfer, ça. Oh là 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 là, à la fin, je voulais juste savoir qu'il était 14h18, hein, si tu veux. Donc, tu vois, et ça, déjà, faire l'économie de mots et être calme et posé et pas dans la surexcitation, etc., ça rend la situation apaisante et plus propice à une conversation constructive, inspirante, avec de la réciprocité, où chacun... En fait, le fait d'être économe de ses mots, ça laisse aussi de l'espace à l'autre. Ouais. C'est aussi la façon de laisser des silences. Ça laisse de l'espace à l'autre. Voilà. Tu mets pas de silence, là. C'est farce, hein, d'ailleurs. Ouais.
Parce que lui, il se force et je vois ses yeux rire, mais... Moi, je sais que j'ai 2 personnalités à ce niveau-là. Parfois, j'arrive à être très calme et à laisser des silences, etc. Et je parle très lentement. Et il y a des moments, et en général, plus je suis stressé, plus je parle vite. C'est-à-dire quand je suis vraiment stressé, il suffit de me voir parler, je débite. Je vais extrêmement vite parce que j'ai trop peur qu'il y ait un blanc ou de voir dans le regard des gens qu'ils sont en train de se faire chier et tout. Et du coup, je débite le plus vite possible pour vite finir la fin de ma phrase. Ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. Ok, yes. Et pour autant, vu que j'ai partagé plusieurs rendez-vous avec toi, Léo, je trouve que là où tu es excellent, c'est quand tu es dans la personnalité justement très calme, qui répond uniquement aux questions, etc. Parce que je trouve que limite, c'est exactement... Enfin, je trouvais ça... L'exemple était bien en mode dragueur de lycée. Ouais. Tu réponds à peine, t'es mystérieux, et l'autre, il a que envie d'en savoir plus. En général, dans les meetings, je mets une capuche et je regarde vers le bas. L'horreur. Non, mais parce que en général, dans ces trucs-là, tu me dis, bon, réponds aux questions qu'on te pose. C'est vrai. Mais c'est pas mon rôle que de faire le show, quoi. Je lui dis, je gère. Donc je rentre forcément dans cette personnalité où moi je réponds aux questions qu'on me pose et à côté j'ai quelqu'un qui répond au reste. Et c'est vrai que c'est une deuxième personnalité. Là on évoque un point important, préparer vos rencontres ou vos rendez-vous. Quand vous allez quand vous sortez et que vous savez que vous allez rencontrer un partenaire, un client ou autre, ok, qui c'est, quel poste il a, quelles ont déjà été vos discussions, quel est votre objectif, préparez le rendez-vous, quoi. Soyez pas le même à chaque rendez-vous. Mais ça aussi, c'est de la politesse. Ouais. C'est-à-dire quand tu as un rendez-vous de prévu, on parle pas de choses impromptues, mais te renseigner sur les gens que tu vas rencontrer, connaître leur profil, leur parcours, leur centre d'intérêt. Aujourd'hui, il est tout à fait inexcusable de ne pas faire ça. C'est-à-dire ça, c'est dans LinkedIn, en fait. Donc, c'est une recherche dans LinkedIn, en fait. Tu veux dire que quand tu reçois quelqu'un en meeting, tu commences pas par « t'es qui ?» Ah bah oui. C'est une politesse, mais rapide, quoi. Tu peux faire sur un rendez-vous, tu peux faire un roundtable rapide, mais montrer à ton interlocuteur que tu as vu son profil, faire une allusion à une boîte dans laquelle il a bossé ou une responsabilité qu'il a eue, ça change à peu près tout. Ça, c'est un point où tu es très fort. Ah, il est incroyable là-dessus, il est même insupportable. Passe énormément de temps à aller chercher des petits détails, etc., à regarder le contenu. Tu prends vraiment le temps de regarder qui sont les gens et qu'est-ce qui fait leur personnalité. Je donne un exemple tout bête, je me permets. On a fait un meeting avec une personne dont son nom était espagnol. Ce meeting était pas un poil chaud, mais on avait des choses à défendre, etc. Tu sentais que la personne repartait pas forcément très contente. Mais en 3 minutes, à la fin, Manuel lui fait confirmer que son nom est espagnol et commence à lui parler en espagnol. Et le meeting, c'est pas du tout terminé de la même manière. Et d'un coup, cette personne-là était avec nous et pas contre nous. Et juste des petits trucs comme ça, si tu y arrives, c'est super important, quoi. Parce que tu peux être dur sur le fond, tu peux avoir une négociation difficile, etc. Mais tu peux aussi montrer de l'empathie humaine. Et je me souviens du meeting auquel tu fais référence et c'est ça la question. La question, c'est ok, il va falloir changer ça et ça. Mais ça n'est pas personnel, ce que je te dis. Ouais. Moi, je fais une grande différence entre le travail et les gens. C'est d'ailleurs perturbant parfois. Tu veux en parler? Ça va aller. Il est perturbé. Ta gueule. 4e point, prenez de la place. Pas dans le métro, parce que c'est chiant, mais dans un rendez-vous, n'ayez pas peur de prendre de la place. Quelqu'un qui a peur d'être là n'a rien à faire ici. Donc ne restez pas dans le coin de la pièce ou sur le côté du canapé les jambes serrées, prenez de l'espace. Ce qui peut paraître paradoxal avec ce qu'on a dit avant. Complètement. Tout à fait, c'est l'inverse. Moi, je dirais, je reformulerai ce point-là en disant occupez votre place. Ok, oui, c'est mieux. N'ayez pas peur d'être là. Et vous allongez pas sur le canapé pour autant. Non, ne prenez pas vos aises, mais prenez votre place, votre juste place. Et donc, si vous êtes là, c'est pas pour vous excuser de votre point de vue, etc., etc. Surtout si on vous le demande. Donc, si on vous demande votre point de vue, donnez votre point de vue. S'il déplaît, ça c'est un autre sujet. Mais il faut pas s'excuser d'exister. A contrario, si vous estimez ne pas être dans le bon meeting, ne pas avoir de valeur ajoutée, ne rien pouvoir apporter à cette conversation ou que il y a d'autres personnes de vos équipes dans la pièce qui vont apporter la même valeur ajoutée que vous, n'ayez pas peur de partir de ce meeting. Ce que je fais régulièrement. Oui, ça c'est sûr. Moi, c'était plus vraiment physique. Okay. C'est-à-dire que t'arrives dans le meeting. Tu danses.
tu t'assois dans le canapé, plutôt que de te mettre là, les jambes un peu serrées, etc. Ce que tu peux faire quand tu es stressé et quand tu te sens pas trop à ta place, prendre le soin de pas trop t'étaler, mais de prendre un minimum tes aises et de montrer que tu te sens à l'aise, quoi, d'écarter un petit peu les jambes, etc. Alors pas trop quand même, pas trop. spreading. Ou alors quand t'es dans une pièce debout, etc. Pas te mettre dans un coin de la pièce pour surtout pas gêner, de prendre un peu de l'espace, d'occuper l'espace. Et il y a l'air d'en avoir quelque chose à foutre, quoi. En gros, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut parler. Et il faut surtout donner l'impression d'être là pour une bonne raison, en fait. Bah ouais, sinon sinon fallait pas venir, quoi. Et puis c'est pas personnel. Souvent, beaucoup de gens, mais c'est parce qu'on leur dit ça aussi, considèrent les rendez-vous comme un rapport de force. Ouais. Donc il faut écraser l'autre. Ton succès se fait forcément au détriment de celui avec lequel tu parles, etc., etc. Alors qu'en réalité, pas forcément. Tu poursuis un objectif qui est le tien, et tu essayes de faire en sorte que cet objectif soit atteint avec les gens qui sont dans la pièce. Et si les gens qui sont dans la pièce sont un obstacle à cet objectif, alors vous n'allez pas vous mettre d'accord. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente sur cette question-là, eh bien, vous allez pouvoir avancer ensemble. Mais on ne construit pas son succès forcément au détriment des autres. Ouais. C'est pas la peine de peser sur la situation, c'est pas la peine de vouloir écraser l'autre pour avoir le sentiment d'exister. D'ailleurs, de mon point de vue, les gens qui ont beaucoup de fausses personnalités, c'est-à-dire qui occupent l'espace, parlent beaucoup, parlent très fort, interrompent les autres, etc., etc. Pour moi, souvent, c'est le signe de gens qui sont pas sûrs d'eux. Ouais. Ça comble quelque chose, ça comble un manque de confiance. J'observe ça, ils sont souvent les premiers à me dire qu'ils me trouvent timide ou réservé. Et au fond de moi, je me dis, je pense que le plus timide des deux, c'est toi. Ah, c'est intéressant. Et ta façon de gérer ta timidité, c'est d'occuper l'espace à outrance. C'est intéressant parce que c'est ma stratégie, moi. Voilà. Tu vois que t'en as une. Ça a été non, mais ça a été ma stratégie d'être humain, plus globalement, en fait. Pas quand je rentre dans un rendez-vous, quoi, mais c'est que vraiment, je voulais me forcer à occuper l'espace. Et après, tu trouves un juste milieu. Mais c'était ma strat pour sortir un petit peu de la timidité. Montre-moi un peu plus, parle plus que les autres, parle plus fort, et puis voilà. Et puis maintenant, on me remarque parce que je suis beau, quoi. J'ai plus besoin de faire de faire d'efforts. 5e point, soutenez le regard. Regardez les gens dans les yeux et soutenez le regard, même si ça commence à vous gêner. Si vous avez le regard fuyant, ça reflète peut-être votre personnalité et c'est pas l'adjectif que vous avez envie d'asseoir à côté de votre nom. C'est un truc que vous faites ? Vous vous concentrez pour regarder les gens dans les yeux et de soutenir ce regard-là ? Oui, quand on me parle, mais à l'inverse, ce que je faisais pas du tout avant. Avant, j'étais incapable, par exemple, de sortir d'une conversation qui ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à, quand la personne me parle et autres, lui dire « Ok, écoute, on reprendra peut-être cette discussion, mais là, moi, il faut que je change de sujet. À tout à l'heure. » Quel rapport avec d'ailleurs, le regard ? Comment ? Quel rapport avec le regard ? Dans le sens où quand tu regardes comme ça la personne, lui donner... Enfin, moi, je déteste donner le sentiment à la personne que ce qu'elle me raconte, j'adore tout ce qu'elle me raconte, alors que c'est pas vrai. Et je trouve que cet exercice de regard est très difficile parce que à un moment, t'as l'impression de t'endormir, quoi. Si la personne en face, c'est pas pertinent ce qu'elle te raconte, ce jeu, pour moi, est compliqué. Parce que tu te bases sur ton regard et la façon dont tu arrives à soutenir le regard pour déterminer ton niveau de concentration sur ce qu'elle est en train de te raconter. Exactement. Et sachant que mon niveau de concentration est pas très évolué, souvent c'est un exercice très compliqué pour moi. Manuel, toi tu te concentres sur le regard, le fait de soutenir, de regarder les gens dans les yeux ? J'en fais pas une défiance. Je crois qu'on en avait parlé dans un podcast sur l'écoute. Sur la façon de soutenir le regard, le fait de... Les gens qui n'arrivent pas à soutenir un regard, on leur a donné quelques astuces. Tu peux ne fixer qu'un œil ou essayer de... à peu près 1 mètre de distance, qui est à peu près quand même le cercle qu'on observe en société. Tu vois, c'est quand même rare d'être à moins d'1 mètre de distance. Tu peux aussi regarder entre les 2 yeux pour essayer de soutenir. J'ai essayé, c'est horrible. C'est bizarre, hein. Et donc, passer ces astuces-là, je ne fais pas du fait de soutenir le regard une défiance. C'est-à-dire que je vais regarder les gens dans les yeux au moment où je leur dis quelque chose d'important. Ouais. Après, le reste du temps, je laisse mes yeux divaguer. Donc tu fais vraiment attention en te disant là, c'est le timing dans lequel je dois regarder la personne dans les yeux. Ouais. Ah ouais, ça aide vachement. Ouais. Ok. Donc tu fais attention, tu le conscientises. Je le conscientise, je l'utilise. Et je pense que c'est très important de regarder les gens dans les yeux au moment où tu leur dis quelque chose d'important.
voire même de laisser un blanc après, et de voir comment ils vont réagir. Souvent, d'ailleurs, ils réagissent avec leur corps avant de réagir avec leur diction. 6e point, celui-là, on en a parlé plein de fois, mais j'étais obligé de le mettre dans la liste. Arrêtez d'être toujours disponible. Quelqu'un de toujours disponible et quelqu'un qui n'a rien à faire. Et c'est très difficile à orchestrer. Parce que parfois, tu te bats contre toi-même, parce que c'est des sujets parfois qui te plaisent, ou tu as trop envie d'en parler maintenant, etc. Tu as envie de raccrocher, de vite rappeler l'autre. C'est la pire des manières de faire quelque chose de soigné, finalement. La précipitation et la disponibilité à outrance. Mais pourquoi c'est important de ne pas être disponible ? Ce qui est important, c'est pas de ne pas être disponible. C'est qu'à force d'être disponible tout le temps, tu n'es jamais disponible. Ça montre aussi que tu n'injectes pas de pensée. Il n'y a de la place que pour de l'action. Ah ouais, ok. Et quelqu'un qui n'est que dans l'action et jamais dans la pensée, c'est pas rassurant. Ça t'est arrivé, toi, pour rebondir sur ce sujet, de refuser de gros contrats parce que tu sentais que c'était pas en accord avec ce que vous aviez envie de faire, ou alors avec vos compétences, ou le projet vous plaisait pas? Oui. Ou de dire à une grande marque, bah non, parce que ça rentre pas dans nos conditions. Oui, bien sûr. Et ça nous arrive, alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai, ça nous arrive de virer des clients. Ah, c'est drôle. Et moi, je ne considère pas que travailler pour un client est une relation inféodée. Je considère que nous sommes une société de service, on est au service de notre client, on lui apporte la valeur ajoutée qu'il n'a pas naturellement pour atteindre ses objectifs. Donc, par définition, on apporte une valeur dont il a besoin. Si les conditions qu'il réunit, l'engagement qu'il met dans la mission sont des entraves au fait de l'aider, on peut pas le sauver, quoi. C'est intéressant parce que l'image que ça donne de vous, c'est que vous n'êtes pas un prestataire interchangeable, c'est une chance de travailler avec vous, en fait. C'est le positionnement qui est le nôtre depuis longtemps. Parfois, il a été incompris, parfois, il nous a été reproché, et au final, c'est celui qui, depuis 25 ans, fait notre succès. C'est qu'on est très heureux de dire que Imakina n'est pas une agence pour tout le monde. Être une agence pour tout le monde, c'est une agence pour personne, en fait. Dans un autre registre, et pour revenir juste à la disponibilité, un truc que j'ai testé et qui fonctionne bien, par exemple, dans des rencontres à l'extérieur, fixez-vous un timing. Même si vous êtes disponible toute la soirée et que ce n'est pas prévu, ne vous dites pas en fonction de qui on va rencontrer, peut-être que finalement je vais dîner avec des clients, je vais dîner avec des partenaires parce qu'ils vont être cool, etc. C'est la pire chose à faire si vous voulez laisser trop fuiter de choses au cours de la soirée. Plus vous allez être concis dans votre rendez-vous avec des objectifs précis. Donc oui, je vais à, j'en sais rien, une nouvelle ouverture, un événement ou quelque chose, mais je n'y vais qu'une demi-heure. En une demi-heure, je dois avoir suivi ces objectifs-là. Ouais. Ça va vous permettre aussi de rencontrer les bonnes personnes, de leur dire les bonnes choses et pas de vous éparpiller à droite à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment accentuer votre image, parce que les gens vont se dire, ok, il est venu, il a fait ces 2 trucs, il est reparti, j'avais pas rendez-vous avec lui, j'ai pas réussi à le choper, quoi. De façon générale, de la contrainte naît l'excellence. Ouais. Donc, si tu ne te mets pas de contrainte, tu as aucune chance de faire apparaître l'excellence. Donc, si tu te donnes un timing pour faire les choses, c'est une contrainte, ça t'oblige à aller à l'essentiel. Si tu n'es pas très disponible, comme dit Romain, tu vas traiter l'essentiel, voir les gens brièvement pour les points essentiels et passer à autre chose. Si tu te donnes pas un temps ou un délai avant de sortir une vidéo, écrire un texte ou je sais pas quoi, eh bien, tu peux y passer des semaines et des semaines et des semaines et ça sera jamais fini. Donc, il n'y a que la contrainte qui te pousse à l'excellence. Et sur le point social, être indisponible rend désirable. Alors, c'est l'interprétation des gens c'est l'interprétation que les gens font de cette indisponibilité dans un monde on-demand. Comme on est passé dans un monde on-demand, où tu veux voir un film, tu appuies sur un bouton, tu veux rencontrer quelqu'un, tu swipes dans une application. Tu as très envie de voir le film qui n'est pas sur la plateforme. Voilà. Et donc, quelque chose qui n'est pas disponible devient par définition plus désirable. C'est vrai. À mes yeux, Romain est très, très disponible. Alors. Tu m'étonnes. T'es bien la seule personne pour qui je le suis. 7e et dernier point.
J'attendais à ce que tout le monde fasse. Oh non, encore. Vas-y, c'est pas grave. Cessez de vouloir impressionner tout le monde. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment on appelle quelqu'un qui veut impressionner tout le monde? Un mythomane. Moi, j'allais dire un branleur. Mais... Un mythomane et un branleur, c'est totalement compatible dans la personnalité. Tout le monde n'est pas impressionnable. Tout le monde n'a pas envie d'être impressionné. Et tout le monde ne mérite pas que vous l'impressionniez. Gardez votre énergie. Faites en sorte d'être respectable quand c'est approprié. Et puis, je suis d'accord. Je vais dire que moi, je ne mérite pas d'être impressionné. Je n'ai pas envie d'être impressionné. Et plus tu essayes de m'impressionner, et plus ça me dérange. Et il faut intégrer que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si tu arrives demain dans un rendez-vous et qu'il y a 10 personnes, il faut que tu sois OK pour repartir du rendez-vous et être d'accord avec le fait qu'il y ait au moins une personne qui te déteste après le rendez-vous. Et c'est normal et c'est pas grave. Et plus beaucoup plus. Hein. Ouais, c'est vrai, aussi. Et plus tu veux impressionner, plus t'en dis sur toi, plus t'as de potentiels ennemis, en fait. Parce que, par exemple, si je veux venir impressionner avec le fait que je sois millionnaire, c'est pas tout à fait vrai, il y a des gens qui vont m'admirer, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont me détester pour ça. Oui, et après, t'arrives dans l'industrie du spectacle, c'est plus la même. De façon générale, vouloir impressionner les gens, c'est aussi gérer ses propres craintes, ses propres peurs, etc. Enfin, c'est un peu jeter à la gueule des gens des trucs qu'ils n'ont absolument pas demandé, comme si tu pouvais acheter leur considération. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça détestable, mais vraiment détestable. Leur considération n'est pas à vendre, en fait. Soit ils vont te la donner, mais elle n'est pas à vendre. Donc tu vas pas déballer des arguments, des objets, des signes extérieurs de richesse qui vont forcer leur considération. La considération, tu la donnes ou tu ne la donnes pas, mais ça n'est pas transactionnel. C'est un don. Et je peux vous le partager en tant que bon monégasque. Ton argent? Yes, cool. Voilà. Très honnêtement, plus vous arrivez de manière simple avec des choses que les gens savent malgré vous, qui peuvent regarder justement avant les rendez-vous sur Internet, etc., plus vous pouvez arriver proprement et poliment en rendez-vous sans en montrer trop, plus vous serez justement désiré. Moins plus les gens auront envie de savoir, mais attends, comment est-ce que j'ai pu voir tout ça sur Internet ou tout ce qu'a fait cette personne-là? Et il arrive, on dirait mon petit frère qui sort du lycée tout propre après un contrôle surprise. Et à contrario, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on me prenne pour un con ou pour un mec qui ne s'impose pas ou ne cherche absolument pas à impressionner les autres ou je sais pas quoi, voire même que l'interlocuteur profite du fait que je ne pèse pas sur la relation, ça me dit beaucoup de choses sur lui. Et quand tu vois l'attitude changer à partir du moment où il sait, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'a pas préparé son rendez-vous, etc., ça te permet de définitivement te dire que c'est un con. C'est pour ça que souvent, on dit que tu es un stagiaire ici. Ça me va très très bien. Mais je peux dire que je suis un stagiaire, plus les gens le croient, mieux ça me va. Je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Le nombre de rendez-vous où les gens étaient plus confiants dans ma personne parce qu'ils pouvaient voir sur YouTube des millions d'abonnés, des trucs, etc. Repartir dans le rendez-vous en me disant « Pourtant, c'est qui ce mec là au fond du canapé? Il a pas parlé de tout le meeting, il est là en costard, machin, il a pas de bureau, pas de machin, parce qu'on était à ce moment-là en plein mouvement et tout ça. » Et finalement, juste parce qu'ils n'avaient pas fait leur taf. Et puis quand ils regardent juste sur Google, le fameux mec, l'homme de l'ombre, c'était marrant aussi de voir justement ce jugement trop rapide à certains moments. Moi, pour l'anecdote, les gens qui rentrent dans mon bureau croient que c'est la salle de repos. Voilà, c'était mes 7 points. J'espère que ça vous a plu et que vous serez plus en confiance, que vous allez forcer le respect. Tous ces conseils sont à suivre point par point et vous serez le Steve Jobs de la salle. Merci Léo. Merci les gars. La bise.